Donc moi, je me présente, je suis Pauline de l'association Active Action, je suis une des cofondatrices de l'association. On va parler de cette association un peu tout au long du webinaire pour illustrer cette thématique. Donc voilà, vous en saurez. Vous en saurez plus au fil de l'eau. Et j'ai pour mission aujourd'hui de faciliter ce webinaire, donc de pouvoir passer la main, la parole à chacun de nos intervenants et de pouvoir voilà, maîtriser un peu notre timing pour qu'on puisse, sur le temps imparti, vous partager un maximum d'infos. Donc c'est un webinaire qui est organisé par Active Action et notamment l'Active Lab, donc c'est un laboratoire d'innovation, à l'occasion des semaines d'information sur la santé mentale. Donc cette année, ces semaines d'information qui ont lieu chaque année ont pour thématique principale pour notre santé mentale, réparons le lien social. Donc c'est un thème qui nous parle beaucoup, nous, chez Active Action, parce que le lien social, c'est justement ce qui se fragilise quand on traverse une période de chômage ou de transition professionnelle. Quand on perd son emploi, on perd souvent bien plus qu'un revenu, on perd aussi un rythme, une équipe, des échanges du quotidien, et peu à peu, le doute peut s'installer, l'isolement aussi. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que cette situation, elle touche énormément de monde et qu'elle n'a pas qu'une faiblesse individuelle, mais voilà, il y a aussi un enjeu collectif. Et donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu créer un temps pour en parler autrement. Donc, en donnant la parole à ceux et celles qui vivent ou ont vécu cette période, en partageant aussi des données de recherche sur le bien-être et la santé mentale, et notamment en lien avec cette thématique de la recherche d'emploi. Et puis aussi en explorant ensemble des pistes d'action concrètes pour renforcer la confiance, la solidarité et les liens sociaux. Et donc, pour échanger sur ces sujets, comme dit, moi, je ne fais que faciliter ces échanges. Nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie Péberger, qui est une active actrice et une animatrice au sein de notre association, donc Active Action. Mélanie, bonjour, ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Bonjour Pauline et bonjour à toutes et tous. Et, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui et de participer notamment à cette semaine de l'information sur la santé mentale. Voilà. Vécu. On accueille également Adrien Gaboulot, qui est data journaliste à l'UNEDIC, donc l'association qui pilote et gère l'assurance chômage, et Mathieu Perrona, directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP, donc qui encourage et diffuse la recherche sur les indicateurs de bien-être subjectif. Bonjour et bienvenue à vous deux. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez, vous, nous aider à comprendre ce que les données nous disent sur l'impact du chômage sur le bien-être et pourquoi il est important de parler de santé mentale quand on parle d'emploi. Donc voilà, un petit teaser, mais on a hâte d'en savoir plus. Et vous serez aussi accompagnés tous les trois d'Émilie Schmitt, qui est cofondatrice d'Active Action et directrice du Lab Innovation, et d'Héloïse Delaporte, qui est chargée d'études et de recherche d'innovation à Actilab. Bonjour aussi à vous deux. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et vous nous présenterez, vous, de votre côté, une enquête qui a été menée par Active Action sur les enjeux et les impacts de la recherche d'emploi, mais plus spécifiquement sur les processus de recrutement et les pistes d'action, les pistes de solutions pour limiter ces risques et mieux vivre ces périodes de transition. Et donc, parce que la santé mentale, c'est pas seulement une affaire personnelle, c'est aussi une affaire de relations, de collectif, de reconnaissance mutuelle. C'est ensemble qu'on va pouvoir la préserver et la renforcer. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait vous proposer ce temps de webinaire. Donc merci à toutes et à tous d'être là pour ce moment de partage et d'espoir collectif. Et on a hâte de partager ce moment avec vous. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à utiliser l'espace Q&R en bas de votre écran pour vous poser toutes vos questions. On aura un temps de réponse à la fin de ce temps de partage. Et donc pour commencer, Mélanie, je te repasse la main justement pour te poser la question de toi, comment tu as vécu? Tu as vécu plusieurs périodes de recherche d'emploi, plusieurs périodes de transition. Quel est ton vécu de ces périodes-là? Merci Pauline. Et je vais profiter avant de parler de mon vécu. J'aimerais remercier l'association Active Action justement, et plus particulièrement Pauline et Héloïse qui m'ont proposé d'intervenir aujourd'hui dans ce webinaire pour parler de mon expérience du chômage et de l'impact que cela a pu avoir dans mon quotidien, ainsi que de mon expérience avec Active Action. Alors, avant de vous parler de mon vécu personnel du chômage, j'aimerais vous parler de cette personne qui, depuis 27 ans maintenant, est à la recherche d'épanouissement professionnel et personnel. L'un ne va pas sur l'autre et qui continue de croire, malgré les nombreux défis sur sa route, qu'il est possible à tout âge de trouver son équilibre et de prendre sa place au sein de la société.
Cette personne, c'est moi, Mélanie, 48 ans bientôt, et au chômage depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ma vie professionnelle, excusez-moi, j'ai eu la chance de pouvoir exercer plusieurs de mes compétences dans différents secteurs d'activité, comme la restauration, l'accueil, la vente, le bien-être ou encore la relation d'aide, en accompagnant notamment des publics à besoins spécifiques. Je suis un peu comme un stylo aux multiples couleurs, j'ai plusieurs casquettes, je suis créative, d'un naturel curieux et optimiste, j'aime apprendre, créer des liens et partir à la découverte de nouvelles perspectives. Sur ce chemin de l'épanouissement, j'ai appris beaucoup, j'ai connu des difficultés et résolu des conflits. J'ai tissé des liens et fait face également à des conditions de travail hostiles. J'ai connu des échecs et célébré des réussites. J'ai avancé tout droit, persévéré et rebroussé chemin pour prendre du recul. Et dans mon parcours de vie, comme beaucoup de personnes, j'ai également connu plusieurs périodes de chômage et de transition professionnelle, plus ou moins longues. Durant ces différentes périodes, j'ai été confrontée à plusieurs reprises à des sentiments personnels de vulnérabilité, de culpabilité, d'insécurité intérieure, d'isolement, de découragement aussi, d'auto-jugement avec une baisse conséquente de l'estime de soi. Ces expériences m'ont également permis de prendre de la hauteur. Cela a été une formidable occasion pour me retrouver, créer, me réinventer, en osant prendre du temps avec moi-même, cultiver ma joie, mon émerveillement et changer mon regard sur le monde. Ainsi, à différentes étapes de ma vie, j'ai pu faire un bilan, une sorte de rétrospective, en regardant tout le chemin parcouru, apprendre à me connaître pour évoluer avec plus de conscience, de résilience, de confiance et de joie. Avec le recul, je me rends compte que j'ai appris à mieux traverser toutes ces périodes de doute, de remise en question, d'insécurité intérieure. Et en novembre 2024, je me suis inscrite à un des ateliers proposés par l'association Active Action, l'Active Rebond, un atelier pour changer de regard sur l'échec et expérimenter sa résilience. Cet atelier a été un véritable élan. Il m'a porté et m'a permis d'aller de l'avant et de retrouver de la joie, de l'enthousiasme et de l'optimisme dans mes projets. Aujourd'hui, je me sens plus confiante dans ma capacité à mobiliser mes ressources pour aller vers une ou des activités professionnelles qui auront du sens et pourront participer à mon épanouissement, même si cela prend du temps. Merci de m'avoir écoutée, puis je repasse la parole à Pauline. Merci Mélanie. Merci pour ce partage qui montre à la fois ben voilà les différentes périodes de transition que tu as pu passer avec ben voilà on t'a suivi dans ton chemin avec ces périodes de doutes mais également voilà ce que tu as pu mettre en place pour aller au-delà de ces sentiments-là. Un grand merci pour illustrer ce qu'on va partager après. Et l'expérience voilà, que tu nous partages, nous, ça fait 11 ans qu'on travaille sur ces sujets, n'est pas une expérience isolée, une situation isolée, puisqu'on a accompagné près de 20 000 personnes qui, justement, sont venues à Active Action pour un peu ce que tu partages là. Et c'est justement ce que montre aussi l'étude qui a été menée par l'UNEDIC et le CEPREMAP sur l'impact du chômage et l'impact du chômage sur le bien-être. Et donc, Adrien, je vous passe la parole sur, voilà, pouvez-vous nous expliquer, vous, quels sont les enseignements qui ressortent de cette étude, de ces études que vous avez menées? Merci beaucoup et merci à toutes et tous de participer à ce webinaire. Moi, ce que je vais faire, avant de céder la parole à Mathieu Perrona du CEPREMAP pour vraiment explorer la question du chômage, de l'expérience du chômage, du bien-être pour les demandeurs d'emploi, je voudrais rappeler rapidement quelques éléments tirés d'une grande enquête qu'on fait tous les ans depuis maintenant 5 ans, qui est le baromètre UNEDIC de la perception du chômage et de l'emploi. Ce qui est très intéressant dans ce baromètre, c'est qu'on interroge des Français, un groupe de 3000 personnes qui sont représentatives de la population, mais aussi on interroge un groupe de 1500 demandeurs d'emploi. Et donc, on peut vraiment confronter la manière dont les uns et les autres voient les choses. Et si on peut passer à la slide suivante, je vais vous livrer quelques idées. Alors, vous verrez les slides, il y a beaucoup de chiffres.
Il y a beaucoup d'éléments. Pouvez consulter ça sur le site de l'UNEDIC plus en détail. Pour commencer, il faut avoir une idée en tête qui est vraiment importante et qui ressort systématiquement dans notre baromètre, c'est le chômage est une expérience majoritaire en France. On le mesure, on le voit dans la partie supérieure jaune, là, on le mesure dans notre enquête, 7 Français sur 10 sont touchés par le chômage de près ou de loin. Donc, dans ça, on compte les 10% de demandeurs d'emploi, mais il y a aussi 49% de personnes qui ont déjà connu le chômage sans être forcément inscrites aujourd'hui. Et puis, il y a encore 10% de personnes qui ne sont pas au chômage, mais qui connaissent quelqu'un qui l'est. Et ça ne laisse plus qu'un petit tiers de personnes qui n'ont aucun rapport avec le chômage. Donc ça, c'est un premier moyen de voir en fait à quel point le chômage est un phénomène majoritaire. Et il y a un autre élément qui est intéressant, qui n'est pas dans notre baromètre, qui est quelque chose qui figure dans d'autres données statistiques et qui a été mis en avant notamment par un économiste qui s'appelle Michael Zemmour. Et en fait, c'est l'idée qu'on a observé en 2017, la moitié des personnes âgées de 50 ans avaient connu au moins un trimestre au chômage, environ la moitié. Et ce qu'on constate dans les données tirées de ces statistiques, c'est que plus les générations sont récentes, plus l'expérience du chômage est répandue. Et donc, en fait, on a de plus en plus tendance à avoir connu le chômage. On le voit un petit peu là sur les courbes qui sont dessinées. En fait, quand la génération 88 arrivera à 50 ans, ils seront très probablement plus que 50% à avoir connu le chômage. Et la conséquence de ça, et c'est le dernier point, si on peut passer sur le prochain petit élément, voilà, 95% des Français partagent l'idée que tout le monde peut connaître une période de chômage. Le chômage est un phénomène de masse, donc ce n'est pas l'affaire d'une minorité, c'est l'affaire de la plupart des Français, en fait. Sur la slide suivante, on va voir quelque chose qui est très important aussi et qu'on objective systématiquement, on le constate systématiquement avec ce baromètre de la perception du chômage, c'est que les demandeurs d'emploi, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils font l'objet de critiques. Alors des critiques, ça peut être, on va le voir, le fait de se sentir méprisé, le fait d'être, si on peut passer sur le prochain affichage, voilà, on s'entend dire qu'on est assisté ou on s'entend dire qu'on est paresseux. Voilà, ça c'est des critiques dont on identifie qu'elles sont reçues par les demandeurs d'emploi. Et puis il y a un autre type de critique qui est, on demande aux gens, est-ce que vraiment tu recherches un emploi? Ou alors on ne les croit pas lorsqu'ils disent qu'ils recherchent activement un emploi. Bref, tout ça montre que au niveau individuel, les demandeurs d'emploi sont quand même l'objet d'une forme d'inquisition et de beaucoup de critiques. Et pourquoi sont-ils l'objet de ces reproches, de ces critiques? En fait, ce qu'on constate, là encore, c'est un enseignement constant dans ce baromètre, c'est le fossé entre les demandeurs d'emploi et les personnes qui ne sont pas demandeurs d'emploi et qui ne connaissent pas, en tout cas pas à l'instant T, l'expérience du chômage. Et ce qu'on mesure, c'est que en posant des questions sur la manière dont les demandeurs d'emploi perçoivent leur période de chômage, on voit les écarts. Alors, je ne vais pas vous lire là toute la liste, hein, mais par exemple, les demandeurs d'emploi sont quasiment 9 sur 10 ou 8 sur 10 à se dire dynamiques, persévérants ou courageux, ce qui peut se comprendre puisqu'ils sont dans une épreuve à laquelle ils sont en train de faire face. Et en miroir, si on regarde ce que disent, on va dire, le reste des Français, eh bien, en fait, ils sont plutôt peu nombreux à imaginer qu'une personne au chômage peut se sentir dynamique, persévérante ou courageuse. Donc, il y a un écart de perception, on le mesure sur d'autres éléments, mais qui est vraiment fondamental. Les Français, tout en étant, on l'a dit tout à l'heure, paradoxalement, très proches du chômage pour la plupart d'entre eux, finalement, dans la réalité quotidienne, ils ne la connaissent pas et ils ne comprennent pas l'état d'esprit des chômeurs. Et puis enfin, un dernier élément qui est très important, qu'on répète peut-être pas assez, parce qu'on a parlé tout à l'heure des critiques reçues au niveau individuel. Si on regarde les critiques, par exemple, envers les allocations chômage, on pourrait imaginer qu'il y a tout un tas de personnes qui considèrent que les allocations chômage sont trop longues, que c'est un frein au retour à l'emploi, que le montant est trop élevé, on pourrait penser que la plupart des Français sont d'accord avec cette idée. En réalité, nous, ce qu'on mesure, et là encore, on le mesure de manière constante, c'est que non, il y a effectivement beaucoup de gens qui pensent ça,
mais il y a une majorité qui n'est pas d'accord avec ces trois éléments-là qu'on a pris en exemple. Et il y a une majorité écrasante, plus de 9 sur 10, qui considèrent que les allocations chômage sont utiles parce qu'elles constituent un revenu de remplacement. C'est ce qui va s'afficher dans le petit rectangle à droite. Puis enfin, et je vais en terminer là-dessus et passer la parole à Mathieu. On a fait une petite expérience et très rapidement, hein, lors de notre baromètre, on a donné des informations aux personnes à qui on avait déjà posé des questions à laquelle elles ont répondu. Alors, vous voyez, par exemple, le montant des allocations chômage est trop élevé. Et ensuite, une fois qu'ils ont répondu ça, on leur donne ces informations que vous avez là, notamment sur le montant de ce qui est réellement une allocation chômage à partir d'un salaire donné. Et en fait, ce qu'on voit, et on va le voir sur la slide suivante, c'est que quand les gens sont informés, en fait, la critique recule. Elle recule plus ou moins fortement, mais elle recule systématiquement. Et c'est important parce qu'on voit bien qu'il y a un déficit d'information et c'est quelque chose que nous, on essaye de combattre à l'UNEDIC en mettant en avant des informations factuelles, en faisant des enquêtes pour mesurer à quel point les gens ne sont pas au courant des réalités du chômage. Et c'est très important de le dire. Voilà, je voulais pas faire trop long, je passe la parole à Mathieu Perrona, voilà pour les éléments sur ce baromètre. Oui, merci Adrien, ça vient bien éclairer, ça donne une image effectivement des représentations qu'on peut avoir et les chiffres viennent justement challenger ces représentations. Merci beaucoup. Mathieu, la parole est à vous sur finalement comment les données que vous avez récoltées aussi de votre côté avec le CPREMAP viennent appuyer ce qui vient d'être partagé par Adrien. Merci beaucoup. Peut-être quelques mots pour dire d'où vient, parce que je suis peut-être moins facile à cerner que l'UNEDIC. Donc le CPREMAP, Centre pour la recherche économique et ses applications. Nous sommes une structure financée par l'État et administrée par les grandes institutions de la politique publique française pour être une interface entre la recherche et les administrations publiques. L'Observatoire du bien-être, au sein du CPREMAP, a pour mission de faire connaître aux administrations les outils de mesure du bien-être subjectif pour venir informer leur action. Et c'est à ce titre que nous avons été sollicités par l'UNEDIC, que je remercie, pour proposer un module à leur baromètre annuel en utilisant ces mesures normées et issues de la recherche du bien-être que je vais vous présenter dans un instant. Allons-y. Voilà, mesurer le bien-être et le bien-être subjectif, puisque tout l'essentiel de la démarche consiste à poser directement la question aux gens et à ne pas être prescriptif, à ne pas définir ce que doit être une vie bonne, une vie satisfaisante, tout ce qui vous rend heureux, mais demander directement si vous êtes heureux ou non. Et là, vous avez les quatre dimensions principales en fait de ce bien-être subjectif que nous mesurons, avec quatre questions sur lesquelles nous invitons les répondantes et répondants à se positionner sur une échelle de 0 à 10. Et je pense qu'on peut prendre peut-être 10 secondes. Attendez, non, pas tout de suite. Voilà, on peut prendre 10 secondes pour se positionner sur ces quatre dimensions, pour voir un peu quel est le processus mental qu'ont eu à faire les personnes qui ont répondu à l'enquête. Et maintenant, on peut voir les résultats, donc à la slide suivante, qui sont ceux sur la population générale d'une enquête que nous menons tous les trimestres avec l'INSEE. Et on voit qu'à rebours de l'impression des Français toujours râleurs, pas insatisfaits, on est plutôt haut dans les échelles sur toutes les dimensions qui sont visées ici. La vie actuelle qui est le plus utilisée, on a plus de la moitié des gens qui se positionnent entre 7 et 8 et moins de 10% qui sont en bas, entre 0 et 4, en gros. Donc, les gens français en moyenne sont assez satisfaits de leur vie, estiment que ce qu'ils font de leur vie a du sens. La dépression n'est pas un phénomène absolu, la dépression forte n'est pas un phénomène absolument massif. Et les gens jugent qu'ils ont plutôt été heureux. C'est même en fait la dimension sur laquelle on a le niveau de réponse le plus élevé quand on regarde comme ça même toute la distribution. Qu'en est-il des personnes en recherche d'emploi? Eh bien, là, évidemment, les résultats sont beaucoup moins bons, mais je pense que je dois commencer par les préfacer par un message d'ensemble. Ce qu'on a voulu dire et ce qu'on a mis en évidence dans les travaux
où on a exploité ces données, c'est d'abord de dire aux personnes en recherche d'emploi que si vous vous sentez pas bien, si vous dites ben, je me sens pas bien, c'est normal, c'est le cas général et que c'est pas utile ou pertinent de vous en vouloir pour ça. Au point en fait où d'autres études que celle-ci qui suivent les gens sur toute la durée de leur vie, qui sont des données qui sont allemandes, britanniques, euh, australiennes, on voit ça dans tous les pays, dans tous les pays riches, on s'habitue à énormément de choses dans la vie. C'est au niveau de la satisfaction dans la vie. Le fait de vous marier, d'avoir un enfant, ça vous fait un gain de satisfaction de vie de un demi à un point, et puis 2 ans après, vous êtes revenu à la situation d'avant. Le divorce, c'est l'inverse. On s'habitue avec beaucoup de choses. Un truc auquel on s'habitue pas dans notre société, c'est le chômage. Le chômage correspond dans toutes les sociétés développées à une baisse significative de la satisfaction dans la vie et baisse qui reste dans le temps, même alors qu'on s'habitue à beaucoup d'autres choses. Et là, on le voit bien dans ces données qu'on a collectées, bon là sur un instant donné en population, où on voit bien sur la dernière ligne cet écart qui, à l'échelle de ces métriques, est massif entre personnes, entre actifs en emploi et demandeurs, demandeuses d'emploi. Alors vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est 1,5. 1,5, si je fais la moyenne de satisfaction dans la vie entre les 10% les plus riches, les 10% des plus pauvres, et que je regarde la différence entre les deux, j'ai pas 1,5 de différence entre les deux moyennes. Ce qui signifie que la baisse de la satisfaction de la vie, l'écart de satisfaction de la vie entre chômeurs et non-chômeurs, il est énorme. Je vais venir un peu après sur certains éléments qu'on peut qui expliquent ça. Mais ce qu'on met aussi en évidence, c'est que ça ne concerne pas que cette dimension évaluative de la vie, mais aussi des éléments de bonheur émotionnel et aussi une évaluation de l'état de santé. Ouais, il y a vraiment quelque chose de complètement transversal. Vous allez me dire, c'est pas étonnant qu'on soit moins satisfait de sa vie quand on est au chômage, on gagne moins d'argent et l'argent, ça compte pour les Français. On a même publié, nous, tout un bouquin là-dessus. Oui, mais en fait, en économie, on a des méthodes économétriques qui permettent de neutraliser, de comparer ce qui se passe entre deux personnes qui ont le même âge, le même niveau de diplôme, le même genre, le même niveau de revenu, etc. Mais je compare du coup ces deux personnes jumelles, sauf qu'il y en a une qui a un emploi et un autre qui n'en a pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore un tiers de l'écart entre les deux là qui subsiste. C'est-à-dire que même si votre indemnité chômage couvrait l'intégralité de la perte de revenus, vous seriez encore en moyenne un demi-point moins satisfait de votre vie ou satisfaite de votre vie que si vous étiez en emploi. Donc il y a quelque chose de particulier à la situation de chômage qui est un facteur assez majeur de mal-être. Donc là aussi, c'est aussi pour nous vis-à-vis des autres, des gens qui sont du grand public et qui est moins concerné par le chômage, une occasion de tordre le cou à tous les mythes sur les chômeurs heureux. Justement, les chômeurs heureux, c'est l'objet de de la slide suivante, où on voit que sur le côté émotionnel du bien-être, et bien sûr quasiment toutes les dimensions, euh, les demandeurs et demandeuses d'emploi affichent un bien-être émotionnel qui est moins bon que ceux des actifs en emploi. Avec deux éléments que je voudrais souligner. D'abord, le fait que ce n'est pas vrai sur une des dimensions qui est la résignation. Et là encore, ça veut dire qu'il faut tordre le cou à l'idée que bon, bah, ça sert à rien, je fais plus rien. Et aussi le niveau très élevé de l'état de fatigue, d'inquiétude et de stress. Et là aussi, on est complètement à rebours de la représentation générale de bah, le chômage, c'est un peu des vacances. Non, c'est manifestement pas vrai et pas ressenti comme ça. Un autre élément qui peut être mal pris ou qui mérite en fait, je pense, d'être un petit peu réfléchi, c'est le sentiment d'être malchanceux. Il y a une sorte de littérature où bah, il faut être en contrôle de sa vie. Donc, si j'ai l'impression que je suis malchanceux, quelque part, je suis déjà en train de me dédouaner de ma responsabilité. Et là, je mets ma casquette de spécialiste des sciences cognitives appliquée aux politiques publiques. C'est largement pas vrai. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que l'idée que le chômage est lié à
une forme de malchance, c'est le fondement même de notre système de solidarité. Si être au chômage c'était uniquement de la faute des individus, il n'y aurait pas vraiment lieu, il y aurait beaucoup moins lieu en tout cas de les aider, d'avoir des indemnités. Au contraire, si ben, vous avez perdu votre boulot, c'est la faute à pas de chance parce il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu Trump qui a mis des tarifs ou quelque chose comme ça, ben, la collectivité a toutes les raisons de venir à votre secours. Au point, en fait, où on peut, dans des expérimentations internationales, montrer que la différence entre les Américains et les Danois sur le choix du système social ne tient pas à des valeurs profondes sur est-ce que, il faut aider ou non les gens au chômage, mais simplement à des représentations avec les Américains qui pensent beaucoup plus souvent que les gens qui sont au chômage le sont parce qu'ils sont paresseux, et les Danois, qui sont beaucoup plus généreux, qui pensent que les gens sont au chômage parce que ben, ils n'ont pas de chance. Et donc, ce pivot de la malchance dans notre représentation de l'aide aux demandeurs d'emploi est assez importante. On continue. Bon, pas que je prenne non plus trop de temps pour garder du temps pour les autres résultats. On voit aussi qu'il y a chez les demandeurs d'emploi une forme de délitement un peu de la confiance dans les autres et dans le lien social, avec l'impression d'avoir moins de gens sur qui vous pouvez compter en cas de besoin. Là, il y a un effet évidemment mécanique parce que comme le périmètre change, ben, quand on n'a plus de travail, on ne peut plus compter sur ses collègues de travail, ça c'est vrai. Mais en pratique, ce qu'on voit dans d'autres études, c'est que les gens à qui on peut demander de l'aide ne diminuent pas tant que ça quand on passe au chômage. Donc il y a une dimension subjective de cet écart dans les relations avec les proches et surtout de la confiance généralisée, qui n'a aucune raison en fait de bouger quand on est au chômage, qui nous donne à penser que bah, cette situation pèse un peu sur toutes les représentations, ce qui veut dire qu'il faut peut-être, quand on est dans cette situation qu'on accompagne des gens au chômage, travailler aussi sur cette évolution de représentation qui qui peut avoir pour conséquence de ne pas aller chercher l'aide au moment où on en a le plus besoin. Si on continue sur le regard des autres, on a regardé justement qu'est-ce qui se passait chez ces 42% de personnes qui disent que on ne les croit pas quand elles disent qu'elles recherchent activement un emploi. Euh, j'ai regardé par ailleurs un certain nombre de statistiques. J'ai bossé avec France Travail sur le degré d'activité des demandeurs et demandeuses d'emploi. C'est certain qu'il n'y en a pas 42% qui ne font rien pour la recherche d'emploi. Donc dans ces 42%, j'ai plein de gens qui sont stigmatisés, enfin qu'on appelle comme ça dans la note, parce que c'est des personnes qui sont actives dans la recherche d'emploi, mais à qui on renvoie l'idée, non, mais non, c'est pas vrai, t'es pas en train de vraiment chercher un emploi. Et qu'est-ce qu'on voit? Que les écarts qui étaient déjà importants entre demandeurs d'emploi et non demandeurs d'emploi sont encore plus élevés pour les autres. On peut, à ce niveau-là, là, quand on passe en dessous de 5 dans la satisfaction dans la vie, nous, on n'a pas peur de parler de personnes qui sont dans des situations de détresse et où il faut un accompagnement important parce qu'on voit que là, leur bien-être dans toutes les dimensions s'effondre. Donc un peu ce parcours rapide de nos résultats, pour moi, avait deux objectifs principaux. Déjà, de relativiser pour les demandeurs et demandeuses d'emploi ce qu'ils et elles ressentent en les sortant de l'isolement qui est moi je vis ça mal, mais le problème c'est moi et c'est pour ça que je vis ça mal. Non, c'est une épreuve et voilà, c'est légitime de le sentir comme ça. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Un autre objectif qui est d'aider à changer aussi le regard en diffusant ces résultats auprès d'une population plus large. Et sur ce dernier point de la stigmatisation, poser une question, peut-être plus aux personnes là ici qui sont soit dans cette situation, soit qui activent. Parce que c'est quelque chose que je vois peu dans les recommandations. Nous, dans nos recommandations, on a beaucoup de choses sur l'activation, justement,
être proactif, rechercher à s'insérer le plus possible dans l'emploi, aller vers des choses qui nous donnent des solutions le plus rapidement possible, ce qui effectivement, on voit que ça fait des différences en termes de bien-être. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que aussi cela pourrait apporter de mettre en scène la recherche d'emploi? Puisqu'on voit qu'une partie du problème tient au fait qu'il y a une différence entre ce que font les gens et ce qui est perçu par le reste de la société comme il faut. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de recommander ou de tester des moyens de montrer aux autres que vous êtes en recherche d'emploi? Et je pense que ça croise en particulier des discussions que j'ai eues avec des conseillères et conseillers France Travail qui disaient avoir énormément de mal auprès plutôt d'un public jeune à les convaincre de parler de leur recherche d'emploi le plus largement possible autour d'elles et autour d'eux, à la fois pour découvrir des opportunités et pour trouver et des soutiens et des relais là où ils et elles n'en espéraient pas. C'est un peu quelque chose qu'on a tendance à cacher, la recherche d'emploi, et ces résultats suggéraient que c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait ou qu'on pourrait afficher plus, à la fois pour soi et pour le regard des autres. Voilà, j'ai fait juste un rapide parcours. Là, oui, c'est aussi vrai pour tout ce qui est du côté du bien-être euh, du bien-être émotionnel. Tous ces résultats sont dans une note qui est publiée en accès libre sur notre site et développée dans le travail conjoint que nous avons réalisé avec l'UNEDIC. Merci Mathieu, merci Adrien. Très intéressant. Je vois dans le chat effectivement des personnes qui réagissent en disant ça fait du bien ces chiffres, que ces données elles font du bien aussi si on a vécu ou on vit ces périodes ou qu'on accompagne des personnes qui vivent ces périodes de recherche d'emploi. Et effectivement, quand nous on accompagne des groupes et qu'on leur pose des questions sur les sentiments négatifs qu'ils vivent, etc., ils sont assez surpris que en fait de se rendre compte et ça leur fait du bien de se rendre compte que on n'est pas seul à ressentir ça et là, vos chiffres, vos données, vos enquêtes viennent appuyer ça et viennent légitimer le fait qu'effectivement, ces périodes sont pas forcément simples à vivre et ça vient préciser ça. Donc, un grand merci. Un grand merci pour ça. Je vous rappelle d'ailleurs, j'en profite dans l'espace questions et réponses que vous pouvez poser, voilà, toutes vos questions pour qu'on aille creuser ces sujets-là avec nos intervenants. Donc, n'hésitez pas, on les prendra à la fin. Je vais passer maintenant la parole à Émilie, directrice de l'Active Lab d'Active Action, pour justement, là, on vient de voir de manière générale l'impact du chômage sur la santé mentale. Et Émilie va nous présenter des éléments qu'on a récoltés sur le moment spécifique du recrutement, des entretiens, des candidatures, et donc voir aussi qu'est-ce qu'on en retire. Donc Émilie, qu'est-ce que nous disent ces résultats de l'enquête que menée dans le lab? Bonjour à toutes et à tous. Merci Pauline. Bah, du coup, peut-être juste rapidement pour rappeler pourquoi Active Action, on a mené une enquête. Donc, on est une association depuis 2014, comme tu l'as dit Pauline. Et en fait, on a accompagné plus de 35 000 personnes en France et en Belgique. Et ça nous a donné en fait des clés pour se poser des questions parce qu'on avait beaucoup de retours de la part de personnes, notamment par rapport au processus de recrutement. Donc sur la slide d'après, on s'est posé la question du coup de pourquoi et comment préserver les personnes en recherche d'emploi pendant la période de recherche d'emploi. Et donc sur la slide d'après, ça vient bien corroborer finalement ce qui a été dit avant, c'est que la période de recherche d'emploi, en fait, c'est une expérience qui est collective et commune. En fait, notamment, voilà, enfin, tout au long de l'année, en fait, il y a des millions de personnes qui recherchent un emploi et qui rentrent dans des processus de recrutement. Et pour 93% d'entre elles, elles disent en fait que ils ont vécu une expérience de recrutement de manière négative. Donc ça, c'est une enquête qu'on a fait auprès de notre communauté d'activateurs et d'activatrices et sur à peu près de plus de 200 personnes.
Et donc voilà, les chiffres, ils sont assez parlants. Donc ça fait presque 9 personnes sur 10 qui ont déjà vécu une période de recrutement, un processus de recrutement négativement. Donc c'est soit où la personne s'est pas sentie respectée ou s'est sentie discriminée. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a près de la moitié en fait des personnes qui estiment en fait vivre souvent des expériences de recrutement négatives. Et donc ça nous amène quand même à se dire vraiment en fait on n'est plus là sur une question que individuelle. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des millions de personnes chaque année qui vivent une expérience collective qui est perçue négativement quand on voit ces chiffres. Donc, on a voulu comprendre exactement ce qui se passe lors de ces processus de recrutement qui sont vécus négativement. Et donc sur la slide d'après, on voit bien que le fait de vivre un processus de recrutement négativement, ça a un impact sur la confiance en soi, sur l'optimisme aussi qu'on peut avoir, la capacité à se projeter. Et plus inquiétant, c'est que finalement, il y a quand même près de 62% des personnes qui nous disent que ces expériences de recrutement ont un impact qui est négatif sur la qualité des liens avec leur entourage. Donc, comme d'ailleurs ça a été dit précédemment, le chômage ne touche pas que les individus au chômage, il touche aussi finalement les personnes, les proches des personnes qui sont au chômage. Donc on voit bien que c'est une expérience qui a des impacts très profonds sur l'individu, mais qui est finalement une expérience très collective. Justement, dans la slide d'après, on voit en fait que cet impact sur la vie collective, elle va même, voilà, ça peut même amener à une forme de désengagement de la vie civique. Parce que finalement, quand on vit mal un processus de recrutement, enfin, ça augmente le sentiment de solitude. Ça fait aussi qu'on a plus de gêne, peut-être plus un peu d'appréhension à aller vers les autres. Et ça fait que là, dans notre enquête, il y a parmi les personnes qui avaient une envie d'engagement citoyen, il y a près de 37% des individus qui nous disent que suite à un processus de recrutement où ils se sont pas sentis respectés, où se sentis discriminés, et ben finalement, ils ont renoncé à cet engagement citoyen. Donc on voit bien que c'est un impact, enfin faire attention au processus de recrutement, c'est certes prendre soin des personnes, mais finalement aussi de la société dans son ensemble si on tire le fil. Et justement, cette enquête, ça nous donne envie de continuer à faire des recherches sur le sujet et de mieux comprendre les différents mécanismes. Et les derniers chiffres que je voulais vous montrer aussi, c'est que c'est en fait l'impact que ça peut avoir aussi auprès des entreprises, parce que ça, c'était aussi important pour nous d'en parler et peut-être aussi de faire comprendre aux entreprises à quel point c'est important de de prendre soin en fait des processus de recrutement qu'ils proposent. Alors je pense que ça n'étonnera personne, mais quand on vit finalement un processus de recrutement négativement, forcément ça crée pour 90% d'entre nous, ça crée un impact négatif sur l'image qu'on peut avoir de l'entreprise dans laquelle on a postulé. Mais en fait, ça amène aussi plus de la moitié des personnes à se sentir moins compétents lors des prochains processus de recrutement. Et pour 77% des gens, et ça c'est quand même un chiffre qui est extrêmement important, ça a un impact négatif sur la confiance qu'ils ont dans les entreprises en général. Donc finalement, quand on est une entreprise et même si on fait attention à son processus de recrutement, on va avoir peut-être si les entreprises qui sont nos concurrentes ou qui sont dans le même secteur d'activité ou les candidats finalement des entreprises dans mon bassin d'emploi, si elles-mêmes ont des processus de recrutement pas forcément vertueux, ça a un impact sur moi en tant qu'entreprise parce que potentiellement il y a moins de candidats qui se sentiront compétents au même poste et peut-être que si ça crée un sentiment ça peut créer de l'autocensure et donc peut-être des candidats qui vont moins postuler parce qu'ils vont se sentir moins compétents parce que ben voilà, ils ont un sentiment de perte de compétences lors de leur précédent processus de recrutement. Et peut-être aussi que ça peut amener plus de défiance. Finalement, on peut arriver avec un déficit de défiance. Qui n'est pas imputé comment dire, à comment l'entreprise, la prochaine entreprise dans laquelle je vais postuler
n'a probablement rien fait, mais si moi j'ai plusieurs fois vécu des processus de recrutement négatifs, ben, finalement ça crée une défiance qui est ce qui est assez normal comme réaction finalement de protection. Et justement, ces chiffres-là, ça montre bien que pour nous en fait, prendre soin de la santé mentale des candidats, des personnes en recherche d'emploi, c'est finalement prendre soin de la santé mentale des travailleurs et des futurs travailleurs aussi, et que du coup, c'est extrêmement important que quand on pense une politique d'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, on la pense pour prendre soin en prenant soin de la santé mentale des individus, mais finalement, il faut pouvoir aussi euh, travailler avec les entreprises et avec toutes les personnes et toutes les structures qui sont tout au long du parcours des personnes en recherche d'emploi parce qu'elles ont aussi un impact sur la santé mentale des individus. Et justement, par rapport à ça, vous pouvez sûrement nous aider parce qu'on a vraiment envie d'aller plus loin sur cette enquête, de plus creuser ces idées-là, ces chiffres-là et ces données-là, mais on vous en dira plus à la fin du webinaire. Et Merci, n'hésitez Émilie. pas si vous voulez poser des questions pour... Tout à fait, l'espace Q et R toujours est là. Je vois qu'il y a quelques questions qui émergent. Je continue à en poser. On y répondra aussi tout à l'heure. Après voilà les interventions de nos invités. Donc là, on vient de voir beaucoup de chiffres à travers ces différentes études et chaque chiffre a son importance. Ça montre voilà à la fois les perceptions qu'on a des personnes en recherche d'emploi, du chômage, le vécu de ceux qui vivent ces périodes de transition. Et puis là, plus spécifiquement, le constat sur les périodes de recrutement, sur les périodes où on postule et on candidate. Merci à tous les trois pour ces chiffres éclairants et qui viennent légitimer aussi tout le travail qui est mené par les différents acteurs sur ces actions-là. Héloïse, je vais te passer la main pour peut-être aussi que tu puisses nous éclairer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ces sentiments négatifs, au-delà de ces problématiques. Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place, des pistes d'action concrètes qu'on peut imaginer ensemble. Oui, merci Pauline et merci tous les trois pour vos interventions très éclairantes. Mais du coup, tout au long de ce webinaire, on a vu combien la période de recherche d'emploi peut fragiliser la santé mentale en termes de perte de confiance, d'isolement, de stigmatisation. Et donc, moi, dans ma présentation, l'objectif, c'est d'explorer les leviers qui permettent de limiter ces impacts. Et je vais vous les présenter en articulant à la fois les apports de la recherche scientifique sur le sujet, mais aussi de nos savoirs expérientiels, donc issus de nos expériences au sein d'Active Action et de nos rapports de mesure d'impact, parce qu'on a à cœur de pouvoir comprendre comment nos actions peuvent avoir de l'impact sur les participants, sur les active acteurs, les active actrices. Donc voilà, ce sera un mélange entre la recherche scientifique et nos savoirs expérientiels. Et donc je vous propose de parcourir ces leviers à trois échelles, l'échelle individuelle, l'échelle sociale et l'échelle sociétale, avant de revenir sur un axe assez transversal qui est au cœur d'Active Action et au cœur de nos recherches à l'Active Lab, qui concerne le développement des compétences psychosociales. Pauline, tu peux passer à la slide d'après. Donc d'abord sur le plan individuel, comme on l'a vu, le chômage, il vient toucher à quelque chose de profond, qui est l'identité et la valeur personnelle. En fait, le travail, il structure le quotidien en termes de rythme, de sociabilité, de sentiment d'utilité, mais il structure aussi notre rapport à nous-mêmes. Et donc c'est un enjeu qui est profondément identitaire. Et donc lorsque ce cadre il disparaît, beaucoup de personnes témoignent d'une déstructuration du quotidien et petit à petit, des sentiments négatifs comme la culpabilité ou la perte de confiance en soi peuvent émerger. Et donc, en termes de leviers d'action qui existent, les recherches ont mis en évidence que le maintien d'activité, qu'elle soit bénévole, familiale, culturelle ou sportive, elle joue un rôle essentiel dans la préservation de la santé mentale, de même que la conservation de routines quotidiennes. En fait, ça permet de recréer des repères temporels, de préserver une forme de normalité et de réactiver le sentiment d'utilité et de compétence. Et donc, en fait, cette mise en activité, elle ne consiste pas seulement à occuper son temps, mais elle permet aussi de réactiver des sentiments positifs qui ont pu être occultés pendant la période de recherche d'emploi, comme la confiance en soi ou le sentiment d'utilité. Et ça donne aussi la possibilité de se définir autrement que par un emploi. Certaines études parlent sous différentes appellations d'un effet de revalorisation identitaire, où on retrouve en fait un sentiment d'agir, de contribuer, de compter pour les autres.
Euh, Oui, alors j'allais revenir sur nos mesures d'impact. En fait, on voit qu'en 2024, 86% des participants aux ateliers d'Active-Action ont déclaré s'être ressentis utiles et 92% ont amélioré leur image d'eux-mêmes. Et en fait, ces chiffres, ils augmentent par ailleurs avec le nombre d'ateliers suivis. Donc, c'est un signe que le fait de se mettre en action de quelque façon que ce soit est un levier intéressant pour limiter les risques pour la santé mentale que présente la période de chômage. Ensuite, on peut passer à la slide d'après. À l'échelle sociale, les études sociologiques, elles montrent que les personnes en recherche d'emploi, elles tendent à s'isoler pour plusieurs raisons. D'une part, le chômage s'accompagne souvent d'une stigmatisation sociale. On a pu le voir aussi dans les différents chiffres présentés par l'UNEDIC et par le CEPREMAP. Et en fait, les personnes en recherche d'emploi perçoivent le regard des autres comme un jugement moral et une forme d'inquisition de la part des autres sur l'avancement de la recherche d'emploi. Et donc, d'autre part, dans la continuité de ce qu'on a évoqué à l'échelle individuelle, la déstructuration du quotidien et les enjeux identitaires de la situation de chômage rendent plus complexes les interactions sociales et ça peut nuire au sentiment d'appartenance. Et donc, ça conduit progressivement à un retrait. On évite les interactions, on parle moins de soi, on se sent à part. Et cette forme d'isolement, elle peut être à la fois sociale, donc effectivement avoir moins de contacts, mais aussi psychique, avec un sentiment d'appartenance qui est affaibli. Mais en termes de levier d'action, la littérature scientifique et les différentes expériences qu'on a pu entendre montrent que le lien social agit comme un facteur de protection face à la détresse psychologique et que le soutien social perçu, c'est-à-dire le fait de se sentir entouré, compris, reconnu, est un des meilleurs leviers contre les risques de santé mentale liés au chômage. Et en fait, ce qui est central dans ces liens, c'est le fait de pouvoir parler de ces difficultés, de se sentir écouté sans jugement ni inquisition. Et donc, il est essentiel d'avoir certes des liens sociaux, mais surtout des liens sociaux sains et soutenants, qui offrent un cadre de confiance propice au partage d'expériences. Et au-delà des cercles proches, c'est également important de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vivent la même situation. Ces espaces de partage et de pair aidance permettent de légitimer le vécu, de prendre du recul vis-à-vis de sa propre situation et de se revaloriser. Pour reprendre nos mesures d'impact, on voit que 83% des participants se sentent appartenir à un groupe et 77% ressentent une baisse de la timidité, de la gêne, de la défiance à aller vers les autres. Donc le fait justement de se lier, ça permet de renforcer et de créer un sentiment de communauté et d'inclusion. Et enfin, on peut passer à la troisième slide. Comme on l'a vu, donc les personnes en recherche d'emploi peuvent avoir tendance à s'isoler à cause de cette stigmatisation. Et en fait, de nombreux travaux montrent que cette stigmatisation, elle est notamment liée au fait que la société française entretient une vision culpabilisante du chômage qui peut nuire aux liens sociaux et à la cohésion sociale. En fait, le chômage, il est perçu comme une responsabilité individuelle plutôt qu'un phénomène structurel qui est lié au fonctionnement même du marché du travail. Et donc cette représentation, elle nourrit d'une part une stigmatisation des personnes en recherche d'emploi, mais elle implique aussi une intériorisation de cette stigmatisation par les personnes concernées, ce qui peut avoir des effets très concrets sur la santé mentale, sur la confiance en soi, mais aussi aux autres et en la société en général, et au rapport à la recherche d'emploi. Et donc, par rapport à cette problématique, il est essentiel de changer les représentations collectives du chômage. Et donc, ça passe notamment par la sensibilisation aux enjeux de santé mentale en période de chômage, mais aussi par la prise en compte du coût social que présente le chômage. Au-delà des dépenses publiques, le chômage présente un coût social en termes de santé, de cohésion sociale, de confiance collective. Et il est nécessaire de prendre en compte ce coût social et de reconnaître le chômage comme un enjeu collectif et structurel et pas uniquement individuel. Et c'est ce qu'on a pu voir justement tout à l'heure avec les chiffres de l'UNEDIC sur la perception du chômage et de l'emploi. On voit que les conceptions et les critiques envers la situation de chômage évoluent lorsqu'on reçoit des informations factuelles sur la situation de chômage. Donc on voit bien que la transmission de connaissances et la sensibilisation aux problématiques peuvent être des leviers efficaces pour faire évoluer les regards sur le chômage. Et dans tout ça, on peut passer à la slide suivante. Donc pour activer ces différents leviers, on s'intéresse au sein d'Active Action au rôle du renforcement des compétences psychosociales. Donc ces compétences psychosociales, c'est un ensemble de compétences psychologiques qui permettent de faire face efficacement aux situations et problèmes du quotidien. Et c'est des compétences qui peuvent être renforcées tout au long de la vie.
Et ces compétences, elles peuvent améliorer les capacités d'agir des individus, aider à développer des relations constructives et favoriser le bien-être global et la santé mentale. Ces compétences, elles sont regroupées en trois catégories principales. On a les compétences cognitives qui renforcent les capacités mentales d'estime de soi, de prise de décision, de résolution de problèmes. On a les compétences émotionnelles qui favorisent une bonne régulation des émotions et du stress. Et les compétences sociales qui permettent de développer une communication et des relations constructives et de résoudre les conflits de façon positive. Ces compétences, elles sont reconnues par l'OMS comme des facteurs de protection universelle pour la santé mentale, quel que soit le contexte. Mais leur développement en période de recherche d'emploi est particulièrement pertinent, parce que ce développement, il permet des effets positifs sur la santé mentale, notamment sur certains aspects qui sont essentiels en période de recherche d'emploi. On peut passer à la slide d'après d'ailleurs, pardon. Le fait d'avoir plus conscience de soi peut aider à mieux identifier les ressources et les limites, et ses propres ressources et ses propres limites. La gestion des émotions permet de faire face au refus et à la frustration. La pensée critique aide à relativiser les discours normatifs sur la réussite et les discours négatifs sur la période de chômage. Et la coopération et la communication permettent de recréer du lien social. Et c'est ce qu'on voit dans nos évaluations d'impact, c'est que tous les participants à des actions, à des ateliers d'Active Action développent au moins une compétence et 98% des participants déclarent que ces compétences leur sont utiles dans le développement de leur projet professionnel ou personnel. Donc on voit que en développant les compétences psychosociales, les participants, ils renforcent leur estime de soi, ils reprennent confiance dans leur capacité d'action et ils développent des postures de coopération qui favorisent leur inclusion. Donc finalement, agir sur ces compétences, ça permet de renforcer la santé mentale positive, quand bien même la question de l'emploi n'est pas immédiatement résolue. Et donc pour conclure, on peut passer à la dernière slide. Limiter les risques du chômage sur la santé mentale, c'est finalement une responsabilité partagée. Des personnes elles-mêmes pour préserver leur équilibre, des proches et des cercles sociaux, des personnes en recherche d'emploi pour maintenir le lien, pour favoriser un espace de bienveillance et d'écoute, mais aussi des institutions et de la société pour changer le regard et adapter de la bonne façon les accompagnements. Donc en investissant dans le développement des compétences psychosociales, dans des dispositifs collectifs d'entraide et dans une communication plus bienveillante autour du chômage, on agit à la fois sur la prévention et sur la résilience. Et donc finalement, tous ces éléments nous montrent que, comme le veut la thématique de ces semaines d'information sur la santé mentale, réparer le lien social, c'est aussi réparer la santé mentale. Je vous remercie de votre écoute et je vais essayer de voir si on a pu récupérer Pauline. Oui, je suis là, mon ordinateur Parfait. a des problèmes de santé mentale. On essaiera d'analyser ça plus tard. Merci Héloïse, en tout cas, pour ces pistes d'action, ces leviers d'action que tu as pu nous partager pour aller au-delà de ces freins qu'on peut ressortir sur ces sujets-là pendant ces périodes de transition. Voilà, tu as pu mettre l'éclairage sur le développement des liens sociaux, donc comment continuer à se sentir appartenir à un groupe, à tisser du lien, et puis aussi sur les compétences psychosociales, comment continuer dans ces périodes à développer voilà, les compétences qui nous permettent de nous relier les uns aux autres. Donc, c'est des pistes intéressantes pour limiter les risques du chômage sur la santé mentale. Euh, Mélanie, on te repasse la main. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour prendre soin de ta santé mentale pendant ces périodes de recherche d'emploi, de transition? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a aidé? Oui, alors merci à tous pour vos interventions. C'était vraiment très très éclairant. Et bien moi, pour illustrer en fait, du coup, ce qui a pu m'aider, je vais parler de mon expérience en fait au sein de l'association Active Action. Et je vais d'abord commencer par le début. J'ai découvert en fait l'association Active Action en 2016, un petit peu par hasard. Je cherchais un projet à soutenir via Lido, un moteur de recherche qui me permet de financer des projets solidaires gratuitement. Et à ce moment-là, j'étais en reconversion pour devenir musicothérapeute et je cherchais un métier dans la relation d'aide pour pouvoir débuter ma transition professionnelle. L'association Active Action m'a alors permis, à l'aide de différents ateliers, l'Active Boost, le Up, le Jump, le CV et le Pitch, de valoriser mon profil, de tisser des liens et de passer à l'action en postulant notamment pour un métier pour lequel je n'avais certes aucune expérience, mais de nombreuses compétences transversales à offrir.
Je n'étais plus seule avec mon projet, mais au sein d'une communauté partageant des valeurs d'entraide, de partage, d'écoute, d'optimisme et de bienveillance. Je ne suis pas devenue musicothérapeute, mais j'ai exercé avec enthousiasme la profession d'accompagnante psychoéducative auprès d'enfants et d'adolescents neuroatypiques pendant près de 6 ans. Et l'année dernière, en novembre, après une longue période de convalescence, j'ai eu l'envie de retrouver la communauté d'Active Action en participant à un nouvel atelier, l'Active Rebond, animé par Catherine et Hélène. Et comme je l'ai partagé tout à l'heure, cet atelier a été un véritable déclic et le point de départ qui m'a amené quelques mois plus tard à rejoindre la communauté des animateurs bénévoles de l'association. Et Active Action est une association qui incarne des valeurs sociales que je partage. Elle fait une réelle différence dans le quotidien des personnes en recherche d'emploi et ou en transition professionnelle, en mettant notamment à disposition des ateliers gratuits et collaboratifs. Active Action permet de recréer du lien social, se renouveler, avoir une meilleure connaissance de soi, oser, développer des savoir-être et monter en compétences. Mon expérience en tant qu'activatrice m'a permis à plusieurs reprises, grâce notamment à la diversité des ateliers et des personnes, un cadre sécurisant, de renouer avec la confiance, m'insuffler de l'énergie, de l'enthousiasme, de la motivation et des outils concrets pour sortir de l'isolement et passer à l'action dans mes projets, le tout dans un climat de solidarité. C'est un écosystème qui m'inspire et me nourrit en tant que bénévole depuis presque 8 mois maintenant. Je suis fière de faire partie de cette communauté d'animateurs qui cultive la bienveillance, l'inclusion, la convivialité, la confiance et l'optimisme. J'ai eu également l'opportunité de participer en janvier à la première cohorte du programme CoExplo à Paris, un programme d'entraide sur 6 semaines pour un même groupe de personnes en transition professionnelle. Cette expérience a été riche, elle a permis de faciliter l'autonomie, le travail et la communication en équipe, ainsi que la réalisation d'une action citoyenne par la co-création d'un atelier, Ton atout c'est toi, qui fait actuellement partie des ateliers proposés aux activateurs. Aujourd'hui, je suis encore en contact avec plusieurs des co-explorers. Nous sommes restés en lien et prenons des nouvelles des avancées des uns et des autres. Et nous nous retrouvons également à l'occasion pour échanger. Actuellement, je prends beaucoup de plaisir à animer et co-animer des ateliers, rencontrer de nouvelles personnes et continuer d'apprendre, de me former et de transmettre des graines d'optimisme et de gratitude. La facilitation est un art qui m'invite à me dépasser moi-même à plusieurs niveaux. Et pour conclure, j'aimerais vous partager une citation d'Albert Einstein qui m'inspire. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera le reste de sa vie à croire qu'il est stupide. Alors cultivons nos différences, nos singularités, tous ces talents qui sont en nous. Votre atout, c'est vous. Merci. Merci Mélanie et merci pour cette belle citation. J'ai une question pour toi et avant, enfin je te la pose comme ça tu as le temps d'y réfléchir et j'ai aussi des questions pour ceux et celles qui nous écoutent. Est-ce que tu as un exemple, un élément concret, un souvenir concret de ces périodes-là qui t'a fait du bien, qui t'a aidé comme tu nous l'as dit, retrouver de l'énergie ou de la confiance? Donc voilà, réfléchir à un exemple précis. Ça peut être au sein d'Active Action, mais ça peut être totalement aussi en dehors. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, pour un peu conclure aussi sur ces notes-là, est-ce que vous aussi, vous avez des structures qui vous ont accompagné, qui vous ont été utiles pour vous, ou des ateliers, des éléments qui ont pu vous permettre de mieux vivre ces périodes-là? Je vous invite à les mettre dans l'espace questions et réponses. Et également, je redonne, vous avez une deuxième mission, c'est de poser vos questions, continuer à poser vos questions pour tous nos intervenants et intervenantes, pour qu'on y réponde juste après. Donc voilà, vos questions, vos pistes d'action, vous aussi, dans le chat que vous avez pu expérimenter. Et puis Mélanie, est-ce que, pour conclure, un souvenir concret d'un moment d'un outil, de quelque chose qui t'a aidé dans cette période? Alors, le souvenir c'est l'atelier roman dont je parlais. Et en fait, dans cet atelier, on a vraiment eu l'occasion de changer de regard justement sur nos échecs, nos expériences.
Et ce qui m'a vraiment aidée, et ce qui est toujours aidant, c'est le fait de ne pas être seule justement dans les ateliers. Ce sont des ateliers collaboratifs, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, c'est l'interaction, les expériences aussi des uns et des autres, et la possibilité justement de transformer un petit peu notre regard sur ces échecs-là. Et de pouvoir voir justement toutes toute la richesse de nos parcours respectifs. Alors, j'ai pas forcément, j'ai plein de choses, hein. L'optimisme et la gratitude, par exemple, c'est un des rituels qui fait partie de tous les ateliers d'Active Action que moi, personnellement, j'affectionne particulièrement parce qu'il permet justement de terminer les ateliers avec une note positive et de repartir justement avec une note optimiste. Et ça, c'est plutôt rare, je trouve, dans la société. Donc voilà, moi en tout cas, c'est des moments qui me font du bien. Donc merci. Merci Mélanie pour cet exemple concret. Et on a effectivement dans l'espace questions et réponses des propositions aussi d'autres structures, l'APEC et l'association NQT, Nos quartiers ont du talent, qui met en place des mentorats, les ateliers Active Action, mais aussi valoriser son image de France Travail et Nouveaux Horizons de l'APEC, qui sont recommandés par Laurence, le co-searching à Bruxelles, donc des programmes collectifs où on s'entraide pour trouver du travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Active Projet de France Travail, les ateliers proposés sous forme de jeux et où on met en avant les compétences. ASCAP 35, donc on voit qu'il y a énormément de structures et d'offres qui permettent de mieux se sentir, de limiter les impacts de la santé mentale. Sur sa santé mentale, pardon, dans ces périodes-là. Donc merci à toutes et tous pour vos propositions. Il est venu le temps des questions-réponses. J'ai quelques questions dans le chat. N'hésitez pas à les reposer parce qu'avec mon ordinateur qui s'est éteint, j'ai plus accès à toutes les questions, mais heureusement, on est nombreux et on va pouvoir s'y retrouver. J'en avais gardé une en tête qui avait pas eu il me semble, de réponse encore. C'est quelqu'un qui posait la question si, sur toutes les données que vous aviez partagées, et notamment peut-être Adrien, Mathieu, est-ce que, il y avait des différences selon son profil, donc entre hommes et femmes, entre jeunes ou moins jeunes? Est-ce qu'il y avait des différences par rapport à tout ce que vous partagiez? Alors, Mathieu peut-être complétera sur la partie plus sur les demandeurs d'emploi et sur leur bien-être. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a il faut savoir déjà que concernant le chômage, il y a des différences, notamment le taux de chômage des personnes, des seniors est généralement plus faible que le taux de chômage des plus jeunes. C'est plutôt, à l'assurance chômage, il y a plutôt plus d'allocataires qui sont jeunes. Et après, sur les différences hommes-femmes, effectivement, il peut y en avoir. euh, Pas tellement ce qu'on mesure dans notre baromètre, mais ce qu'on peut voir, par exemple, quand on regarde vraiment dans le détail du profil des allocataires de l'assurance chômage, eh bien, on voit que dans certaines catégories, par exemple, toutes les personnes qui sont employées par des particuliers, donc ça va être les assistantes maternelles, les aides à domicile, pour certaines, c'est quasiment uniquement des femmes parmi les allocataires qui étaient autrefois employés par des particuliers. Donc il y a des différences comme ça, mais si on prend les grandes masses, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça entre hommes et femmes, puisque c'est à peu près paritaire l'arrivée à l'assurance chômage. Voilà ce que je pouvais en dire très rapidement. Hello, un peu pareil ici, il n'y a pas d'énormes différences entre hommes et femmes au global. Il y a une dynamique en fonction de l'âge dans l'impact sur la satisfaction de la vie qu'on voit plutôt dans d'autres enquêtes. Là, on était un peu court en termes de taille d'échantillon pour mettre ça en évidence, mais on le sait par ailleurs. Il y a deux choses. Il y a une grosse pénalité en termes de satisfaction de vie d'être au chômage au milieu en fait, de la vie active, vers 40, 45 ans.
parce que c'est probablement vécu comme un moment où ça sera plus difficile de raccrocher les wagons, de retrouver un poste avec le même niveau de salaire, de responsabilité, et aussi quand les gens sont au chômage dans les dernières années avant leur retraite, où là, évidemment, la possibilité de retrouver un emploi avant la retraite, on a un problème d'emploi des seniors en France, et ça, c'est aussi intégré par les personnes au chômage. Merci. Merci pour ces éclairages. Il y a aussi une question de Pascal qui dit qu'il travaille des publics très éloignés de l'emploi. Est-ce qu'il y a des ateliers animés par Active Action hors France Travail? Donc, et aussi, est-ce que du coup, dans ce qui est proposé par Active Action, ça s'adapte à tout type de structure ou de personnes? Je ne sais pas si, Émilie, tu veux répondre peut-être? Oui, oui, tout à fait. On propose des ateliers Active Action partout en France. Notre objectif, c'est aussi c'est de s'adresser à toutes les personnes en recherche d'emploi, parce que justement, la question de la santé mentale pendant la période de recherche d'emploi, finalement, elle est très universelle. Finalement, quelle que soit la raison pour laquelle on est en recherche d'emploi, l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale et la détérioration des liens sociaux, elle est la même pour tout le monde. Donc, on a toujours pensé nos ateliers pour euh, qu'ils soient ouverts en fait à toutes et à tous. Merci Émilie. On avait une question d'Élodie tout à l'heure. Ne pas être retenu sur un recrutement ne peut que donner une perception négative. Donc c'était une question sur l'enquête, peut-être sur les recrutements, sur est-ce que il y a un biais sur le fait que quand on nous dit non, on perçoit plus négativement le processus. Merci Mathieu, parce que j'ai vu que Mathieu avait proposé une réponse, et c'est exactement finalement nous ce qu'on a vu aussi dans l'enquête. Vraiment là, c'est pas quand on parle de recrutement, enfin de vivre un processus de recrutement négativement, c'est pas lié au fait que on soit pris ou pas pris. À la fin, c'est vraiment lié au fait que on se soit senti respecté et pas discriminé. Donc c'était ça le critère pour qualifier si on a vécu un processus de recrutement négativement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la réponse apportée par Mathieu sur le fait qu'il y a il y a aujourd'hui en fait des techniques des processus de recrutement qui prennent cet aspect-là en compte et qui du coup permettent de limiter l'impact de ces processus-là sur les individus. Mais du coup, ça sera peut-être l'objet d'un webinaire à part entière, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce sujet-là. Mathieu, vous vouliez réagir? Non. Non, je pense que ça a été dit, c'est ce que j'ai dit dans le chat, c'est que euh, c'est, on, on a en France, à mon sens, la conjonction de deux choses. D'une part, un système scolaire qui est fondé sur le tri plutôt que sur la construction de compétences. Et donc, un échec à un processus de recrutement, c'est quelque chose qu'on reçoit beaucoup comme un jugement sur soi, alors que c'est censé être un jugement entre l'adéquation entre nos compétences, ce qu'on est, et le poste, ce qui est assez différent. Et on n'a pas appris à recevoir et à gérer à tirer en fait les enseignements d'un échec, dans les systèmes scolaires où t'as pas réussi, t'es mauvais. Et d'autre part, du côté des recruteurs et recruteuses, on a un gap énorme entre ce qui est documenté en économie, en sciences de gestion, sur ce qu'est un bon processus de recrutement, un processus de recrutement équitable, fiable, robuste, etc., et les pratiques. Et très largement, on peut aussi montrer, et la recherche l'a fait, que ça se fait au détriment des intérêts des entreprises elles-mêmes. Mais là, c'est assez difficile d'aller contre des processus qui sont très bien installés. J'ai eu la chance de travailler avec un certain nombre d'administrations qui ont essayé de faire le pas et qui m'ont dit s'en est trouvé très bien, à la fois pour mieux comprendre leur fonctionnement et aussi pour recruter de manière beaucoup plus diversifiée que ce qu'elles faisaient avant.
Merci Mathieu. On a une question aussi de Claire Vie. Pouvez-vous revenir sur la revalorisation identitaire par l'action, s'il vous plaît? Est-ce que il y a besoin de préciser la question ou est-ce que quelqu'un veut Non, souhaite répondre? c'est effectivement moi qui ai parlé de ce terme. Alors en fait, ce terme, il est pas toujours utilisé directement comme tel dans la littérature scientifique, mais globalement, c'est une idée qui revient très régulièrement. Éventuellement, quand on vous enverra le compte-rendu, je pourrais aussi vous mettre les références bibliographiques, les sources que j'ai utilisées pour cette présentation. Il y a notamment Ginette Herman, David Bourguignon, qui sont des noms qui reviennent assez régulièrement et qui traitent de ce sujet-là. Et globalement, c'est l'idée que de par justement le problème, les problématiques qu'implique la période de recherche d'emploi sur son rapport à son identité et sur la perte d'un sentiment de valeur personnelle, justement le fait de se remettre en action, ça permet de se sentir revalorisé aussi bien dans son rapport à soi-même, de se sentir en action, de se sentir utile, mais aussi en dégageant aussi quelque chose et en observant que le regard des autres change aussi du fait qu'on se met en action. Et donc, du coup, cette revalorisation, elle se fait un petit peu à deux niveaux, aussi bien une revalorisation personnelle, de se sentir en action et de se remotiver justement parce que il y a un côté très satisfaisant à se remettre en action, mais il y a aussi la partie sociale qui est finalement de se revaloriser soi-même parce que on se sent revalorisé auprès des autres. Je le je le vulgarise peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, je pourrais vous rediriger vers des documents qui en parlent. Et je crois que Adrien voudrait répondre sur ce sujet aussi. Alors, c'est peut-être pour apporter un petit complément euh, pour dire qu'il y a sans doute aussi, au-delà de tout ce qu'on peut demander aux individus, les institutions doivent aussi adopter des perspectives différentes. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à l'UNEDIC. On essaye de considérer le chômage comme quelque chose, comme un moment de transition et pas comme la manifestation d'une faille morale et c'est ce que disait, ce qui a été dit aussi plus tôt sur le fait que la dimension malchance du chômage, à l'UNEDIC, on la comprend très bien, puisque l'assurance chômage, c'est se prémunir contre la perte involontaire d'emploi. La dimension involontaire, elle est essentielle et je crois qu'il faut vraiment le rappeler et rappeler aussi, mais ça on l'a fait au début, que le chômage concerne tout le monde et pas une minorité. Euh, donc c'est très important de ce décalage du regard, pas uniquement de la part des individus, mais aussi de la part des institutions. Merci beaucoup pour vos réponses. On a le temps potentiellement de prendre une dernière question. Donc, s'il y a une question sur laquelle on n'est pas revenu, sur laquelle on n'a pas répondu, n'hésitez pas à la reposer pour qu'on la prenne. Et comme dit, de toute façon, voilà, on vous apportera aussi dans le compte-rendu certains éléments. J'en profite pour afficher aussi sur l'écran des QR codes qui vous permettent d'accéder aux études de l'UNEDIC et du CEPREMAP, également sur l'enquête à destinateur à destination pardon, des recruteurs, donc Du qui coup, viendra je compléter. peux, ouais, si je peux Et- juste oui. introduire ça parce que je l'ai pas dit, j'ai dit que j'en parlerai à la fin, justement pour toutes les personnes qui ont envie de nous aider ben, à encore plus parler de ce sujet, de l'impact des processus de recrutement sur les personnes en recherche d'emploi. Donc, on a fait une première enquête auprès des personnes en recherche d'emploi et en fait, on est en train de lancer l'enquête miroir auprès des recruteurs. On aimerait bien pouvoir avoir le même nombre en fait de recruteurs qui répondent pour pouvoir en fait comparer aussi les données. Donc si vous êtes vous-même une structure employeuse ou si vous connaissez des dirigeants ou des dirigeantes d'entreprise ou des recruteurs ou des recruteuses d'entreprises ou d'associations, etc. Enfin en tout cas des gens qui sont dans des situations qui recrutent, n'hésitez pas à leur transmettre notre questionnaire. Comme ça, on pourra bah, continuer à travailler sur ce sujet et on a déjà l'intention de faire justement un webinaire de restitution dédié à ce sujet de l'impact des processus de recrutement sur les candidats et ce que les entreprises en perçoivent. Donc voilà, n'hésitez pas.
Merci pour les précisions. Donc effectivement, il y a le QR code vers cette enquête à diffuser au plus grand nombre et également vers le site Activation pour si vous souhaitez participer à des ateliers, devenir animateur ou animatrice. Si les QR codes ne marchent pas tous, vous inquiétez pas, on vous enverra dans le mail de compte rendu tous les liens vers les sites, les références, les enquêtes. On prend peut-être une toute dernière question. Activation participe ou propose, est-ce que Activation participe ou propose la fresque de l'emploi durable? Il me semble pas. Non, pas encore, mais si vous nous envoyez vos coordonnées, on peut en discuter avec plaisir. Exactement. Il existe plein de fresques super intéressantes. On est toujours partant et partante pour les tester. Est-ce que j'oublie des informations qu'il faut qu'on transmette? Voilà, nos contacts chez Activation, si voilà, pardon, on vous les partagera dans le compte rendu. Hop. J'enlève ça, ça sera quand même plus sympa. Bah, ça va, le temps des remerciements est arrivé. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents pour écouter voilà, ces informations qui ont été partagées. Un grand merci à Mélanie d'avoir témoigné de son expérience, son vécu dans ces périodes de transition. Un énorme merci à Mathieu et Adrien pour tous ces chiffres et ces études, cette prise de conscience. Comme on l'a lu dans le chat, voilà, qui a fait du bien aussi parce que ça a permis de voir que ce qu'on pouvait vivre, eh ben, il y avait voilà, des données et des enquêtes précises dessus. Et puis voilà, à diffuser au plus grand nombre pour sensibiliser encore sur les enjeux de ces périodes de recherche d'emploi en lien avec la santé mentale. Et un grand merci à Héloïse et Émilie qui ont préparé ce webinaire et qui, pareil, ont pu nous éclairer sur d'un point de vue aussi enquête et piste d'action, ce qu'on pouvait déjà mettre en place. Voilà, si vous voulez dire un dernier mot, la parole est à vous. Merci aussi à tous les participants et participantes qui ont posé des questions et voilà on enverra le compte rendu et le replay du webinaire à toutes les personnes qui étaient inscrites et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez des précisions, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, voilà on se fera un plaisir de continuer les échanges et on espère pouvoir continuer à proposer des webinaires sur les sujets. Voilà. En tout cas, merci pour la dynamique. Merci à toi, Pauline, aussi d'avoir animé ce webinaire. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des derniers mots de la part de nos invités? Eh ben, merci. Pardon, j'ai galéré avec le micro, mais je voulais remercier tous les participants et participantes et merci pour votre attention. Voilà. Et beaucoup de succès dans toutes vos démarches aussi. Merci à vous Merci. deux. Oui. Oui, Mélanie? Ah non, je voulais, je voulais aussi remercier encore chaleureusement toute l'équipe d'Activation ainsi que les différents intervenants, Mathieu et Adrien, pour, voilà, pour ce beau webinaire qui était vraiment très, très instructif. Merci pour ces études. Ça corrobore effectivement ce qu'on peut vivre, nous, en tant que demandeurs d'emploi au quotidien. Merci beaucoup. Et ben voilà, un grand merci à tout le monde. La semaine sur la santé mentale continue, donc il y a encore plein d'événements et d'ateliers auxquels vous pouvez participer si vous le souhaitez pour continuer à creuser ce sujet. Et comme dit, on vous enverra voilà un compte rendu et les replays de ce webinaire si vous souhaitez le revoir et le partager au plus grand nombre. Un grand merci tout le monde, très bonne fin de journée, à très vite.